Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je m'appelle Catherine Franc, je suis cofondatrice de deuxièmeavis.fr. Alors, le congrès cette année est sur la e-santé. Là, on est en plein cœur de la e-santé et de la télémédecine, sans avoir de débat sur le vocable. C'est une initiative que nous avons lancée au départ en faisant le constat de besoins de patients, et nous sommes nous-mêmes les cofondateurs du service des patients. Partant de l'idée que quand on a un problème de santé sérieux, c'est souvent un parcours du combattant quand on cherche à solliciter l'avis d'un médecin référent. Autant c'est une pratique qui est usuelle entre médecins. En revanche, quand c'est un patient qui souhaite faire la démarche, ça peut prendre du temps et surtout être très compliqué de trouver un expert qui va vous répondre. Alors aujourd'hui, nous sommes une équipe de 20 personnes. On est basé à Paris Santé Cochin. On est une entreprise à mission. Depuis le départ, on a une philosophie et une éthique un peu particulière parce qu'on est très engagé sur l'accès aux soins pour tous dans le cadre de Deuxième Avis, mais aussi dans un cadre associatif. Et la mission de Deuxième Avis, c'est effectivement de démocratiser l'accès pour tous les patients, à l'expertise médicale. On le voit donc comme un service d'accompagnement global qui va permettre non seulement d'avoir du contenu qualifié, mais de solliciter à la fin, pour les plus avancés des patients, l'avis d'un médecin référent. On a aujourd'hui une communauté de un peu plus de 250 médecins experts. Et on a tout un système d'accompagnement et de support pour éviter la fracture digitale, qui est un sujet en e-santé qui est important. Bon, bien sûr, on est accompagné par un conseil scientifique, notamment sur la question de savoir comment valider l'expertise des médecins avec lesquels nous travaillons, mais de plus en plus aussi sur les questions d'évaluation du service. On a une première publication qui va sortir dans le mois de septembre, dont on est très fiers, et je vais vous en parler un petit peu. On parle de l'e-santé, c'est un peu moins le sujet aujourd'hui. Il y a de plus en plus de normes et une nomenclature qui est en train de se mettre en place. Mais sachez que c'est évidemment un sujet qui est sur la conformité réglementaire administrative qui est au cœur de notre démarche. Et aujourd'hui, la question de la sécurité informatique, qui devient malheureusement de plus en plus un sujet d'actualité, est également quelque chose qu'on prend en compte depuis le début, avec des pratiques plutôt largement au-dessus des standards qui peuvent être évoqués dans la presse. Petite remarque, de nos jours, ce sont des choses qui comptent, on s'en rend compte. Voilà, on est une équipe 100% française, tout est hébergé en France. On n'est pas financé par des sociétés privées type labo, mais uniquement par les mutuelles qui financent le service. Et c'est quelque chose qui est aussi de nos jours important. Je vais vous présenter un peu plus concrètement comment ça marche. Donc le parcours, il est très simple. Vous créez un compte, donc le patient ou son médecin, de plus en plus le patient sur recommandation de son médecin. Vous remplissez un dossier médical en ligne très complet avec un questionnaire, des examens, y compris IRM, scanner, etc. Vous pouvez choisir le médecin expert parmi ceux qui sont proposés sur votre maladie ou pas. Et une fois que votre dossier est complet, il sera revu par l'expert qui l'analysera et vous aurez un compte-rendu rédigé et signé par le médecin que vous allez pouvoir échanger avec votre médecin traitant. D'ailleurs, on fera de gros efforts pour s'occuper nous-mêmes de l'acheminer vers votre médecin traitant ou votre chirurgien qui s'occupe de vous et le partager aussi avec la famille pour éviter les déformations de propos, mais aussi pour pouvoir lire, relire ce que vous dit un médecin. C'est la force de l'écrit par rapport à une consultation où souvent on est un peu ému et on oublie de poser des questions, on oublie la moitié des choses que vous a dit votre médecin. Petit incise pour préciser, aujourd'hui on parle beaucoup de la téléconsultation dans le développement de la télémédecine. En fait, nous, on est très complémentaires, on n'utilise pas la visio. Nos médecins experts nous disent, moi je veux l'IRM, je veux les images, j'ai pas besoin de voir le patient, parce qu'on intervient à un moment où le patient effectivement a déjà fait des consultations, eu des examens physiques, et surtout on s'appuie sur les examens médicaux qui vont être demandés. Le modèle économique, je l'évoquais, aujourd'hui le cadre de remboursement de l'assurance maladie est assez étroit d'un point de vue technique. Nous, on reste centré sur notre process qui correspond aux besoins des patients et des médecins. Donc on n'est pas encore financé par l'assurance maladie, même si on y travaille. Donc depuis le début, on a été chercher les complémentaires santé, qui sont assez engagés sur la e-santé depuis ces dernières années. Donc avec un nombre de bénéficiaires qui progresse rapidement maintenant et qui sera de plus de 20 millions au 1er janvier.
On essaye d'embarquer le plus possible les associations de patients en fonction de certains domaines, ça peut être important. Et on va rentrer dans le détail justement des domaines dans lesquels on intervient. Alors le digestif aujourd'hui, c'est une part qui n'est pas très importante. En revanche, sur toute la cancérologie, beaucoup plus. On a évidemment beaucoup de demandes sur tout ce qui est cancer colorectal en particulier, mais aussi tumeur neuroendocrine, cancer du foie, voilà. Dès le départ, c'est vrai que la cancéro, tout ce qui est gynécologie, endométriose en particulier, infertilité, et puis l'orthopédie, bien sûr, puisqu'il y a des gros sujets d'opération ou pas. On fait partie des sujets d'intérêt. On s'engage au départ à ce que la vie soit rendue en moins de 7 jours. En moyenne, on est à 5,6, donc ça fonctionne très bien. Les médecins experts qui interviennent sont effectivement des référents dans leur domaine, mais comme tout est asynchrone, on arrive à l'organiser au quotidien. J'ai évoqué le fait qu'on était assez engagé, on a des indicateurs d'impact, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, dans notre ADN, dans notre philosophie. Et aujourd'hui, le service fonctionne aussi à cet égard-là plutôt positivement, même si on a encore des gros sujets de développement. Un sujet important pour les médecins, c'est est-ce que l'avis de l'expert va être conforme ou modifier la prise en charge ou le diagnostic du patient. Vous voyez qu'on a des statistiques en général qui sont de 3 dossiers sur 4 qui sont confortés par l'expert, avec des gros bénéfices en termes d'adhésion, de réassurance, de meilleure compréhension pour le patient ou son équipe traitante de la prise en charge. Et puis c'est vrai que dès qu'on est plus dans des domaines plus opérateurs dépendants, donc la chirurgie notamment, c'est un peu différent et on peut avoir des taux de divergence plus importants. Voilà, tout ça, tous ces chiffres seront en particulier repris dans la première publication qui s'apprête à sortir chez BMC, sur la partie recherche santé publique. On en est très fiers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une publication en septembre 2021. Et il y a 2 ans, l'Allemagne a fait la même publication avec un service très équivalent, le même type de conclusion. Et ça montre que voilà, la France s'engage maintenant sur la e-santé, ça se développe, mais on avait un petit retard qu'on est en train de rattraper. Pour précision, l'Allemagne, ça fait depuis 2015 que dans sa loi de santé, les médecins ont l'obligation de proposer un 2e avis aux patients dans certaines indications médicales. Voilà. Et pour conclure, on réfléchit évidemment beaucoup sur comment tout ce service trouve sa place dans la médecine de ville, dans la médecine privée, publique. On constate que les intérêts sont quand même multiples pour les patients, pour les médecins. Alors j'ai évoqué ceux pour les patients, mais pour les médecins, avec à la fois des sujets effectivement de réassurance, de protection des médecins ou des patients, mais aussi des sujets de favoriser les prises en charge territoriales, puisque c'est de la télémédecine. Le patient n'a pas besoin de se développer, mais il va pouvoir trouver un expert de sa maladie facilement. Voilà, je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que les médecins qui ont donné un avis au départ, qui est potentiellement différent de celui d'experts, sont informés? Parce que c'est intéressant, parce que finalement, peut-être que c'est l'expert qui a raison, ou au contraire, c'était le premier qui avait raison. Donc la fin de l'histoire est importante. Vous informez les médecins? Alors bien sûr, la fin de l'histoire est capitale en fait. On souhaite informer le médecin et pour cela, on fait plusieurs choses. D'une part, beaucoup de pédagogie auprès des patients pour que dès le départ de la démarche, ils préviennent leur médecin qu'ils s'engagent dans cette démarche. On a besoin que le médecin y adhère le plus possible. Et à la fin du processus, on envoie le compte-rendu du 2e avis au médecin ou au chirurgien traitant. On ne peut bien sûr le faire qu'avec l'accord du patient. Donc la seule limite, c'est l'accord du patient. Moi, je trouve votre entreprise très, très intéressante. Je me demandais combien à peu près d'avis d'experts ça représente par expert et comment vous avez réussi à motiver justement les experts. Parce que je pense que c'est une charge de travail conséquente de taper l'expertise. Et ouais, mais du coup, voilà, c'est quoi, comment vous les rémunérez et puis combien à peu près d'expertise ça fait par médecin? Alors depuis le départ, en fait, les médecins experts qu'on a référencés, donc il y en a à peu près 250 aujourd'hui, un peu plus. D'abord, il faut savoir qu'au départ, c'est nous qui les avons contactés, et de plus en plus, on a des gens qui nous sollicitent en disant que votre initiative est intéressante, et ils en voient bien le bénéfice au quotidien, parce que souvent leurs consultations sont encombrées de patients qui viennent prendre un avis, mais ils auraient pu le traiter totalement via notre service, sans que le patient se déplace.
en évitant des situations où le patient a oublié un examen ou quelque chose d'important, donc avec des consultations qui sont déceptives, etc. Le fait que ce soit asynchrone, mais par contre que ça repose vraiment sur un dossier médical, fait que les médecins experts ont la possibilité de l'intégrer dans leur agenda quand ils le souhaitent. Donc ça, c'est important parce que ce sont des gens qui ne sont pas toujours disponibles, bien sûr. Le nombre d'avis qui sont rendus par eux dépend en fait beaucoup des aires thérapeutiques. Et par exemple, l'endométriose, on a une grosse file active de patients. On a des médecins qui sont amenés à traiter 5-10 avis par semaine parce qu'ils sont très reconnus, identifiés, réputés. Voilà. En revanche, on a des médecins qui ont fait 2 avis dans l'année parce que comme le système permet aux patients de choisir son médecin ou pas, voilà. Donc c'est extrêmement variable. On va dire que c'est aujourd'hui en moyenne maximum 5 à 10 avis par mois. Les médecins, bien sûr, sont rémunérés pour cet avis. Donc soit dans le cadre de leur activité libérale, soit dans le cadre des partenariats qu'on a, des conventions qu'on a signées avec leur établissement. Voilà. Sur le temps que ça prend, c'est également très variable. On a des dossiers, récemment un médecin nous a alerté en disant j'y ai passé 2 heures, c'était un cas très compliqué, il y avait beaucoup de choses à écrire aussi en restitution. Certains médecins sont beaucoup plus laconiques dans leur restitution. On a en revanche un peu un standard qualité, entre guillemets, qui est surtout notre conseil scientifique qui regarde ça avec intérêt, pour que la restitution soit pédagogique, claire et suffisamment circonstanciée pour que voilà, ce soit de qualité. Ouais, j'ai 2 questions et un commentaire. Donc, ma question, vous avez partiellement répondu. C'était en effet, est-ce qu'il y a un cahier des charges assurance qualité pour savoir la qualité des restitutions d'expertise? Est-ce que vous en tirez au sort et que vous demandez à un autre expert de vérifier les dossiers? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un retour qualité? La deuxième chose, c'était, est-ce qu'il y a vous savez, sur la divergence, il y a un 3e avis de demander ou pas, le taux ou pas, ou est-ce que ça s'arrête là? Ça, c'était mes 2 questions. La 3e, c'était sur votre financement. Au départ, vous parliez lutter contre l'inégalité d'accès aux soins. En fait, là, en passant par les mutuelles, vous avez un système qui n'est pas, pour l'instant, il y a 20 millions de citoyens, donc comment vous comptez le faire évoluer si l'idée c'est quand même que tout le monde puisse en participer a priori? Alors sur l'assurance qualité, en fait, on a commencé effectivement, notre conseil scientifique a commencé par les premiers mois, on dirait, on prend des dossiers au sort et puis on les revoit. C'est comme ça que progressivement, on a un petit peu fait émerger un standard. Et en fait, aujourd'hui, ça se traduit très concrètement par une trame de compte-rendu. C'est-à-dire que le médecin expert est obligé de suivre une trame. Certains s'en plaignent d'ailleurs, parce que ça peut être un peu plus contraignant qu'en fonction des cas. Mais ça permet vraiment d'évoquer tous les aspects du sujet, aussi bien sur le diagnostic, la thérapeutique, mais le projet de vie du patient. Vous imaginez qu'en orthopédie, il y a des enjeux fonctionnels aussi. On ne prend pas les mêmes décisions en fonction du projet de vie. Voilà. Ça, c'est le premier point. Sur la partie, j'ai oublié la deuxième question. Oui, le 3e avis. Alors oui, ça bien sûr, c'est la réaction de tout le monde parce que forcément, si jamais il y a un 2e avis qui est divergent, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bien sûr, vous pouvez toujours aller chercher un 3e avis. La promesse et la valeur ajoutée de ce qu'on essaye d'apporter, c'est de dire parce que le 2e avis est rendu par un médecin référent dans son domaine, qui sera normalement un peu incontestable par rapport à ses pairs ou par rapport à l'équipe traitante, etc. Le but du jeu, c'est que s'il y a une divergence, au lieu d'aller chercher un 3e avis, on discute. Et on essaye de comprendre pourquoi il y a des différences. Et les médecins nous disent toujours, mais la médecine n'est pas une science exacte, c'est jamais blanc-noir, c'est gris. Voilà, donc s'il y a des options, parlons-en, discutons-en et prenons la décision ensemble. Nous, le sujet, c'est une meilleure information et la décision médicale partagée. C'est un concept qui est très connu, mais qui est moins pratiqué pour les patients, en fait. Voilà, ça fait un petit peu évoluer l'alliance thérapeutique entre le patient et le médecin. Sur votre question du financement, oui, c'est un sujet. C'est un sujet, mais de la même manière que les inégalités dans l'accès aux soins, aujourd'hui, même si vous voulez prendre l'avis d'un médecin référent, vous allez avoir plein d'obstacles. Justement, on est parti de là. Donc c'est vrai que
On fait beaucoup d'efforts pour englober le plus possible les patients. On a des partenariats, par exemple avec des associations de patients, où parfois on est amené à accepter des demandes de patients, même s'ils n'ont pas de mutuelle. C'est là où notre ADN et le fait qu'on soit une société à mission entrent en jeu, parce qu'on a cette envie, et dans notre stratégie, c'est un point central d'inclure tout le monde, voilà, en espérant qu'un jour la sécurité sociale, de fait, inclut ce type de service et simplifie le sujet. On paye à l'abonnement ou à l'usage? Alors, ce sont les mutuelles. Les patients, pour eux, c'est transparent, puisqu'aujourd'hui, et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'énergie. Chaque fois que le service est proposé, c'est toujours inscrit en base dans les contrats. C'est jamais dans le cadre de surcomplémentaires ou réservé à certaines populations. Nous, il faut que ce soit garanti de base. Et donc là, après, ça dépend des négociations qu'on a avec les mutuelles, les modalités de facturation. Ce qui compte, c'est que ce soit transparent pour le patient, à la fois parce qu'il ne paye pas et qu'il n'y a pas d'avance de frais. Et j'ai juste un commentaire. J'ai l'impression que vous êtes quand même plus sur deuxième avis thérapeutique que deuxième avis diagnostic. Parce que dans votre modèle, vous proposez des médecins en fonction du diagnostic, mais si je suis en errance diagnostique, comment vous faites? Alors, oui, on est quand même en France, donc heureusement, il n'y a pas trop d'erreurs de diagnostic tous les jours. Donc, on est quand même plus sur la question thérapeutique. Encore qu'on a quand même beaucoup de questions sur les diagnostics. Le système d'entrée par pathologie fait que vous partez effectivement d'un diagnostic établi, supposé, qui sera éventuellement remis en question. Si vous avez du mal à choisir, notre service patient vous y aidera. Mais c'est vraiment la filière pour... En fait, l'enjeu pour nous, c'est de structurer le dossier médical que vous allez devoir remplir. Oui, j'ai une petite question qui va probablement être en lien avec celle d'Éric, que je ne connais pas encore, mais je suis déjà en train d'essayer de deviner. En pratique, la notion d'expert, il y a des choses assez compliquées à définir. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, ce n'est pas le problème d'un médecin, c'est d'une équipe, en fait. C'est une équipe, et il faut qu'on soit en mesure de juger la qualité de prise en charge d'une équipe, en fait. Et j'ai bien peur que le problème du médecin expert, c'est que ça n'arrive pas grand-chose en réalité. C'est-à-dire qu'on est tous experts dans notre domaine qu'on fait tous les jours. Sauf que, en réalité, c'est le niveau de qualité de prise en charge qui est important. Et donc, en fait, c'est surtout ça qui est difficile à déterminer. Sur quels critères? C'est sur le nombre de cas qui sont traités, sur la qualité, parce qu'on peut aussi faire très très bien des appendicites et que le problème ne soit pas du tout là. Autrement dit, c'est comment vous jugez l'expert, comment vous êtes en mesure de juger la qualité en fait de l'expert. Et encore une fois, je pense que le problème n'est pas sur une personne, c'est une équipe en fait. On ne vaut pas grand-chose tout seul. Alors ça, c'est une réflexion qu'on a menée très tôt avec notre conseil scientifique. On a commencé par deux choses. D'une part, notre charte de déontologie, notre proto-charte de déontologie. Et puis, qu'est-ce que c'est effectivement les critères qui permettent d'établir un médecin, d'accepter un médecin expert, voilà. Aujourd'hui, on a une grille qui semble bien fonctionner, en tout cas qui est validée par les médecins avec lesquels on travaille. Il y a 3 axes. Il y a un premier axe plus académique. Est-ce que vous faites de la recherche? Quel parcours universitaire vous avez eu? Voilà, comment vous faites évoluer les connaissances? On a un deuxième axe qui est ce que vous évoquez, c'est-à-dire une activité dédiée ou une file active de patients important dans une maladie qui fait que vous la connaissez particulièrement bien. Et puis, un troisième axe qui est où est-ce que vous exercez? À un moment ou à un autre, il y aura tout au parti de votre exercice qui sera probablement dans un établissement labellisé, que ce soit des centres de référence, centres de compétences ou un CLCC. Voilà. Alors après, c'est vrai que la question du individuel ou pluridisciplinaire, elle se pose très souvent. Une chose importante déjà, les avis qui sont rendus par les médecins sont rendus de manière indépendante. C'est-à-dire que le médecin expert n'est pas là, il est là pour venir en complément de l'équipe traitante et du parcours de soins, pas pour que le patient vienne se faire soigner chez lui après. Ça, c'est quand même très important. Donc derrière, oui, il peut y avoir du sujet individuel ou pluridisciplinaire. Après, dans la vraie vie, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, mais pour l'instant, on s'en remet un petit peu à la manière dont ça fonctionne avec nos médecins experts, qui s'y retrouvent très bien. C'est-à-dire que c'est eux qui... Pardon ? Alors, ce n'est pas la mutuelle qui a jugé, c'est nous, hein, c'est deuxième avis. Nous, on est indépendants des mutuelles, c'est eux qu'on va chercher leur financement, mais on est indépendants des mutuelles. On n'est pas du tout sur le registre de l'expertise judiciaire, attention, hein, ou assurantielle. Hein. Voilà. En fait, je ne comprends pas bien votre réticence, parce que oui, dans la prise en charge, oui, c'est un travail d'équipe.
Là, on va solliciter pour avoir un avis la surexpertise d'un médecin qui, sur la base d'un dossier médical très complet et argumenté, va dire ce qu'il en pense. Derrière, il y a tous les sujets de prise en charge. Typiquement en chirurgie, c'est quand même votre chirurgien qui va vous opérer, même si on vous avait dit qu'il fallait opérer. Non, mais il y a un sujet, parce que, en fait, pour être tout à fait transparent, je fais partie de la liste des experts. Mais il y a le sujet qui m'embête, c'est que je suis contre l'activité libérale à l'hôpital. Donc, je n'ai pas d'activité libérale à l'hôpital. Donc, le sujet, c'est comment je peux travailler là sans avoir d'activité libérale. Et en fait, vous le savez, on en a discuté. Donc, moi, pourquoi j'ai accepté de rentrer sur deuxième avis? Je suis un expert, je pense, reconnu du cancer du foie. Enfin, il n'y a pas trop de... Je connais que ça, mais ça, je connais pas mal. Et le truc, c'est pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux apporter mon expertise aux citoyens, quoi, aux gens qui ont besoin d'un avis d'expert. Et clairement, pour faire venir des malades où je travaille au centre hépatobiliaire. Voilà. Donc, je fais de l'expertise pour augmenter mon activité, pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement, etc., etc. Donc, comment je m'émancipe de cette dimension économique si j'ai envie de m'émanciper de cette dimension économique? On ne peut travailler qu'avec des médecins qui, effectivement, sont habilités à facturer ou à encaisser des honoraires sous une forme ou une autre. Donc, dans le système administratif français, soit vous avez une activité libérale, privée, quelle que soit la nature, soit il faut passer par votre établissement. On a une convention avec l'hôpital Foch. Il y a plein de médecins de l'hôpital Foch qui n'ont pas d'activité privée, avec lesquels on travaille. On travaille avec l'Institut Curie. On a une convention avec l'Institut Curie. Voilà. Derrière, ce que vous évoquez, c'est... la question, effectivement, si le patient derrière va connaître votre expertise et venir éventuellement se faire soigner chez vous. Quand j'évoquais que les avis sont indépendants, c'est que nous, déontologiquement, on applique la confraternité. Donc, ces avis sont rendus de manière indépendante. On a tout un process pour que ça vienne en complémentarité et en appui à l'équipe traitante. Après, le patient fera son choix. Et si effectivement il se rend compte, et c'est validé par votre avis, que sa situation est complexe et qu'il faut qu'il soit pris en charge dans un centre référent, ce qui n'est pas le cas là où il habite, eh bien, il s'organisera et peut-être qu'il viendra vous voir. Mais nous ne l'organisons pas. Voilà. Donc il faut que nous, on reste à notre place et qu'on n'aille pas plus loin que ce qu'on doit faire. Je pense que c'est très important que vous passiez des accords avec des gros groupes hospitaliers pour pouvoir donner la possibilité à des experts de faire ça sans activité. Cher Eric, on adorait, mais la PHP, on va faire 3 petits points. Mais avec votre aide, peut-être qu'on va progresser bientôt. La PHP, c'est compliqué, mais on a des conventions avec Lille, avec le CHRU de Lille, avec la Curie, avec la Cassagne à Nice. On a plein d'accords en préparation. Moi, j'avais une question typiquement sur votre technologie. Comment est-ce que votre système est interopérable avec le DMP pour que, in fine, le médecin référent puisse donner son avis et que le médecin initialement qui assure la prise en charge puisse avoir un retour d'information? Et d'autre part, justement, c'est un peu ce qui ressort de tous les échanges, c'est le coût de la responsabilité. Le patient est de plus en plus informé de tout ce qui se passe, mais il va être aussi de plus en plus... on va dire, responsable de sa santé, voire ne va pas hésiter à faire des procès, etc. etc. Donc, c'est un vrai risque aussi. Et c'est un sujet autour de la responsabilité des établissements de santé. Et donc, du coup, comment ça marche, en fait, parce que vous passez par les mutuelles. Donc, du coup, ça vous dégage aussi de toute responsabilité. Mais dans le système, en fait... voilà, vraiment d'information, de retour d'information, comment ça marche pour éviter justement quand il y a une divergence entre deux avis médicaux que le patient ne soit pas le seul aussi à avoir à décider quel est l'avis qu'il doit suivre. Alors, les mutuelles financent notre service, mais on est complètement indépendant des mutuelles. Je le rappelle, parce qu'il faut bien que ce soit clair dans les esprits. Sur le DMP, oui, bien sûr, on veut être compatible avec le DMP, que notre compte-rendu soit déversé. Donc, on a fait tout ce qu'il faut jusqu'à présent pour être inséré dans mon espace numérique en santé. On ne l'avait pas fait jusqu'à présent puisqu'il n'y avait pas d'usage, donc on ne s'était pas mis la pression pour avancer, mais c'est évidemment l'objectif.
Et sur la question de la responsabilité, on a une responsabilité. Chaque médecin qui intervient et qui rend un avis porte la responsabilité médicale de son avis. Donc on est assuré par la MACSF d'ailleurs depuis le début. Voilà. La question de la responsabilité, on peut l'avoir de deux manières différentes. Une première manière, c'est effectivement quelle est la responsabilité quand vous rendez un deuxième avis, en particulier quand il est différent. Donc là, ce sont les médecins experts qui supportent, je dois dire, très facilement cette responsabilité médicale qu'ils ont. Nous, on a le reste de la responsabilité technologique, organisationnelle du service. Et puis, on peut le voir surtout en amont de tout ça, en fait, de la part du médecin de ville ou du chirurgien qui doit prendre en charge son patient, qui a éventuellement des petits sujets où le patient qui se pose des questions parce que l'intervention est compliquée et qui va être conforté par le fait qu'il y a un autre avis qui dise ben oui, il faut faire la même chose. Et on a des discussions aujourd'hui avec certains partenaires dans le monde médical qui disent mais c'est un argument en fait que vous voudriez plus utiliser. Nous, on n'est pas très à l'aise parce que c'est un peu l'argument bâton, voilà, mais donc, c'est les deux aspects. En fait, nous, on le gère facilement. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment les chirurgiens et médecins qui s'occupent de la prise en charge du patient peuvent se positionner face à ce type de service. Nous, on est convaincus que c'est bénéfique pour eux, que ça va améliorer l'information, ça va améliorer le partage d'informations pour que les décisions soient prises en connaissance de cause par le patient aussi, bien sûr. Voilà, mais il y a encore un peu débat. Merci beaucoup. Merci.